Bah alors Samy, t'as pas envie de faire le podcast? Oh non, c'est chiant. Bah pourtant on n'a aucun autre choix. Allez, c'est Mad Marx. Le blanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma. Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux? Tu briques mes couilles. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends? Comme des trains dans la nuit. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. C'est cela, oui. C'est cela, oui. Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de Mad Marx. Et donc pour présenter le concept de l'émission, comme à chaque fois, l'idée c'est que on va voir un film au cinéma avec Samy et que on le présente et ensuite on le compare à un autre film donc qui correspond C'est ça. thématiquement, donc soit Ou esthétiquement. ou esthétiquement, donc un autre film qui a un rapport avec le premier film et on essaye de comparer les deux. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Aucun autre choix de Park Chan-wook. 미국에서는 해고를 도끼질한다고 한다면서요. 한국에선 뭐라는지 아세요? 너 뭐하지야? 사랑하는 내가 온 마음으로 날 지지한다. Alors, donc Park Chan-wook, c'est un réalisateur coréen, sud-coréen bien sûr, qui est à l'origine ressortissant donc, d'une fac de psycho, donc qui n'a rien à voir avec le cinéma, et qui a eu envie de faire du cinéma après avoir vu le film Sueur froide de Alfred Hitchcock, et il dira même que tout son cinéma est une sorte d'hommage au cinéma d'Alfred Hitchcock, Ok. et notamment à Sueur froide. Il est rapatrié au thème de l'amour, du sexe et de la vengeance. Ok. Il a fait la trilogie de la vengeance et la trilogie de l'amour. Ok. Les deux plus connus dans ces deux trilogies sont Old Boy et Mademoiselle, bien sûr, qui sont reconnus et célébrés à l'international. Donc Hot Boy pour la vengeance et Mademoiselle pour l'amour. Absolument. Et donc, alors, il est connu pour ses scénarios alambiqués, Ok. aux temporalités qui se mêlent, voilà, quelque chose qui est assez difficile. Et pourtant, c'est pas du tout le cas avec Aucun autre choix. Ouais. C'est une histoire ultra linéaire. Il appartient à la nouvelle vague coréenne. Ouais. Et donc ça c'est marrant parce qu'en fait c'est un mouvement qui a la particularité où tous les cinéastes de la nouvelle vague coréenne se connaissent. Et c'est comme une famille quoi. C'est la première fois que des réalisateurs en Corée sont plus connus que des acteurs. Ok. C'était l'idée de faire des films de genre pour la première fois pour se libérer du traumatisme commun de la dictature coréenne. Ok. À la fin de la dictature. Donc c'est un mouvement qui est profondément politique. Et Park Chan-wook lui-même est un réalisateur très politique puisqu'il est engagé au Parti démocrate. Voilà, il est partisan, hein, il est politicien. Ok. Donc du coup, ça lui tient à cœur aussi cette politique-là. Et c'était pour faire face le cinéma pour lui au malaise contemporain. Ok. Voilà. Ah, d'accord. C'est un spécialiste de l'adaptation puisqu'il a aussi adapté son premier film. L'un de ses premiers films, c'est l'adaptation de Thérèse Raquin, donc film, Ok. livre français de Zola, qui en a fait un film sur des vampires. Donc c'est un réalisateur qui se veut aussi un peu loufoque et qui se veut marginal et D'accord. excentrique. En effet, ce film-là, Aucun autre choix, donc c'est aussi une adaptation. C'est l'adaptation d'un roman de Donald Westlake, un écrivain américain, et le roman s'appelle Le coup près. Il est sorti en 1997. Dans Aucun autre choix, Yu Man-soo, père de famille, donc quarantenaire, est licencié de son poste de cadre dans une entreprise de papier. Il a à charge sa famille, donc sa femme, ses 2 enfants et leurs 2 chiens. 18 mois après son licenciement, il est toujours au chômage et il va alors entrer dans une guerre violente contre ses concurrents au poste. Donc déjà, pour commencer, moi j'ai adoré ce film, voilà, donc je fais pas de suspense non plus. Donc là, je vous ai expliqué le concept du film, c'est donc un chômeur qui, à cause de sa situation de chômage, va devenir une espèce de psychopathe, en tout cas va être amené à faire des choses totalement répréhensibles. Et pour traiter ce sujet-là, en fait, il y avait plusieurs possibilités. On peut se dire que ça peut être traité donc déjà sous l'aspect du thriller psychologique, évidemment, un changement de psychologie d'un personnage qui, à cause de sa situation, va devenir fou ou terrifiant. On a évidemment le polar, avec l'enquête. On a évidemment aussi la comédie noire, en fait, parce que c'est quand même un concept qui est un peu absurde, donc on peut traiter l'absurde à partir de ce concept. Et enfin, on a le point de vue social, parce que ça traite donc du travail, du chômage. Et donc, c'est un film une histoire, le livre à l'origine, qui pouvait être traité de 1000 manières différentes. Carrément. C'est vraiment très vaste. Et ce que fait Park Chan-wook dans ce film, c'est qu'il traite tout. Ouais. Et il traite tout de manière
virtuose, c'est incroyable. Pour moi, À nuancer. oui, bon, c'est mon avis, mais de mon point de vue, il traite tout de manière incroyable. On a évidemment le thriller psychologique, donc un fort intérêt sur le personnage principal, ses évolutions, comment sa psychologie évolue, Oui. mais de manière très fine, très subtile. Les différents aspects du personnage arrivent petit à petit dans le film. Par exemple, son rapport à l'alcool, on le comprend pas tout de suite, mais il arrive petit à petit vers C'est vrai. la fin du film, et on comprend que c'est un lien avec tout le reste. Ça, c'est très subtil. Donc le thriller psychologique fonctionne parfaitement. On a la comédie, parce que le perso, il est en décalage avec un peu la société, il est en décalage avec les autres, il est un peu absurde, il est un peu naïf, il est attachant aussi, mais du coup, ça crée un aspect comique au milieu quand même de quelque chose qui est assez dramatique. Donc on a comédie noire, thriller psychologique, le polar, évidemment, l'enquête, les deux enquêteurs qui apparaissent à la fin, qui sont des personnages assez intéressants parce qu'ils amènent un contrepoids sérieux au film. Et en fait, donc on a ça. Et enfin, le film à point de vue social, évidemment, sur la relation au chômage, le travail, et notamment appliqué donc à la Corée du Sud, qui a un rapport particulier au travail quand même. Et donc en fait, on a tous les éléments qui fonctionnent, tous mis à bout en fait. Et je trouve ça fou. Je trouve ça fou de faire un film aussi hybride, aussi différent sur tous ces aspects, et qui marche aussi bien sur moi émotionnellement. En fait, dans l'idée, ça se casserait la gueule. Dans l'idée, on peut se dire ah, tel élément fonctionne pas avec tel autre, ah, ça fonctionne pas. Et en fait, ça fonctionne, tout fonctionne parfaitement. On a une alternance entre les moments plus comiques, les moments plus sérieux. Et des fois, ça se mélange. Des fois, le comique devient sérieux, le triste devient drôle aussi, le thriller devient drôle. Enfin, tout se mélange, et je trouve ça très fort. Et ça va avec une mise en scène qui, elle aussi, est hybride. La mise en scène, elle alterne, en fait, beaucoup, donc quand on voit le film, entre donc, des plans très larges qui laissent le temps à l'action, assez lents, vraiment qui prennent le temps de voir l'action, de voir la psychologie. En contre-plongée aussi. Ouais, en contre-plongée, beaucoup, des cadrages assez fous, et des plans aussi très très resserrés qui vont avoir un côté, eux, plus dégoûtant, genre sur l'aspect de la dégradation humaine, sur l'aspect le chômage montré comme quelque chose qui atteint vraiment physiquement les choses. Et en fait, ça fonctionne trop bien. On a vraiment un aspect extérieur, un aspect intérieur. Donc en fait, la mise en scène est elle aussi parfaite. Et donc, pour finir, pourquoi j'adore ce film ? Je suis face à un film que j'ai jamais vu ailleurs, qui est fou scénaristiquement parce qu'il mélange tout. Et je suis face à un film qui donc m'impressionne. Enfin, c'est vraiment un plaisir d'enfant quoi, de voir des plans que j'ai jamais vus ailleurs. Et notamment, il joue beaucoup avec les surimpressions. Ouais. Je vous invite à bien regarder ça si vous le voyez. Surimpression, c'est quand on a une image qui s'efface face à l'autre. En fait, on a deux plans superposés et on voit les deux plans en même temps. Et c'est vraiment magnifique et symboliquement incroyable à chaque fois. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé ce film et je vous le conseille. Mon souci avec le cinéma de Park Chan-wook en général, et notamment avec Aucun autre choix, c'est qu'il se frotte à une thématique qui est extrêmement importante dans nos pays occidentaux, mais surtout en Corée du Sud. Il a invoqué un pamphlet politique qu'il n'assume pas de bout en bout. Pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas de quoi il parle. En fait, j'ai l'impression qu'il va te mélanger ce truc un peu loufoque là. Il y a des plans qui sont totalement loufoques, une esthétique qui se veut assez décalée, un écrit qui joue entre le grotesque et le très tragique. Et ça alterne, ça nous emmène dans tous les sens. Et moi, ça me sort. Et ça me sort d'autant plus que, comme d'habitude, ça c'est systématique dans le cinéma de Park Chan-wook, il joue sur le gore, sur l'expression sublimée des choses les plus malsaines de notre vivant. Et je trouve qu'en fait, c'est juste... parfois c'est abject, parfois c'est gros, parfois on a juste envie de fermer les yeux, on a juste envie que ça s'arrête. Il y a des prises d'otages quoi, dans ce film. Et je trouve qu'en fait, du coup, ça fait oublier le propos qui est une critique fondamentale et viscérale du capitalisme. Et ça, je trouve qu'on ne le retrouve pas dans ce film. Et je trouve ça dommage quand on saisit un propos aussi important. Donc déjà, c'est le gros problème que j'ai avec le scénario de l'adaptation de Park Chan-wook. Dans sa mise en scène, déjà l'image m'a totalement sorti. Alors ça, c'est les goûts et les couleurs, je ne vous l'impose pas, mais il faut reconnaître que la composition de Kim Woo-hae-young, le chef opérateur, est absolument désastreuse. Enfin, c'est moche, c'est totalement moche. Je vais revenir dessus. Les couleurs sont flashy. Le blanc, c'est du blanc Ikea. Et il y a beaucoup de blanc dans ce film. Et c'est moche en fait. Moi, ça m'a sorti. C'est un chef-op qui fait dans le K-drama et je trouve que ça se ressent. Et je trouve ça dommage qu'on soit pas allé chercher quelque chose de plus cassé, de plus sérieux en fait, dans ce côté esthétique. Alors j'entends la dérision, voilà. C'est un parti pris après que je ne juge pas, mais auquel j'adhère absolument pas. Et je trouve ça dommage parce que c'est un sujet
fondamentalement important qui aurait donné mais tellement mieux dans un thriller psychologique. C'est pas le cas pour moi. Pour moi, c'est une comédie noire, une comédie de situation Hitchcockienne. C'est pour ça que je parlais d'Hitchcock en introduction. Et chose qui ne devrait pas être se mêler à un pamphlet aussi politique que ce que devrait être Le Couperet. Parce que Hitchcock, si ça marche, c'est parce que c'est des histoires d'adultère et pas des critiques sociales qui viennent remettre en cause un système capitaliste désastreux pour l'humain, en fait. Il y a une critique de l'humanité qui devrait être plus fine et plus portée par cette mise en scène qui se veut aussi parfois grotesque. Pour autant, il y a des scènes qui marchent extrêmement bien. Et parce que ça reste quand même Park Chan-wook, parce qu'il a fait plus de 10 films qui sont plus de 10 chefs-d'œuvre, et que ça reste quelqu'un, faut le dire. Et c'est vrai qu'il y a des scènes qui marchent extrêmement bien, enfin je veux dire, ceux qui ont vu le film le savent, il y a une scène avec une musique, mais qui doit durer, la scène doit durer 7 ou 8 minutes. Ça c'est fou, la musique très très forte en fond, voilà, ceux qui l'ont vu le savent. De tension et en même temps drôle, qui est vraiment incroyable. Voilà. Ça c'est sublime. Et puis il y a aussi une mécanique du drame, pour ceux qui l'ont vu, encore une fois vous comprenez, en fait c'est un scénario très mécanique, et d'ailleurs ça c'est commun au livre, mais ça c'est super parce qu'à chaque fois qu'il y a une itération de la violence, c'est un personnage qui s'enfonce dans la violence, c'est apporté de manière différente. Donc il y a de la recherche, donc il y a du très bon, mais en fait j'ai juste pas du tout collé avec la manière dont c'est fait, qui je trouve ne rend pas du tout crédit aux propos. Moi ce qui t'a déplu, c'est vraiment ce qui m'a plu, c'est cette variété de choses qui amène en fait à la critique politique. Pour moi, c'est ce que fait le cinéma coréen par excellence, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le cinéma coréen, c'est que ça mélange tout. Ça a énormément d'influences, ça a des influences de thriller, ça a des influences de comédie, ça mélange tous les genres pour faire un objet déjà fou, et ensuite un objet qui amène à une dimension critique de la société. Comme tu as dit tout à l'heure en introduction, c'est un réalisateur très engagé. Je pense aussi en réalisateur coréen très engagé à Bong Joon-ho, qui fonctionne un peu pareil, qui est son ami d'ailleurs, qui fonctionne un peu pareil avec ce mélange des genres. C'est pour ça que je dis le cinéma coréen fait souvent ça. Et en fait, c'est la nouvelle vague coréenne. En fait. La nouvelle vague coréenne, oui, bien sûr, c'est ça. Et en fait, moi, c'est ça qui me plaît. C'est qu'il y a tout dans le film, donc chacun peut y chercher ce qu'il veut. Et en plus, la dimension politique, pour moi, fonctionne. Pour toi, non. Mais pour moi, ça y rajoute encore plus. Toi, ça y enlève. Tu trouves que c'est pas sérieux, ça ? Pas assez. Ça enlève du sérieux à la dimension politique. Ça fait sortir le spectateur. Voilà. En fait, pour moi, c'est que... Alors, même si le montage est très bien, il faut le dire, c'est un très bon montage. Parce que quand même, c'est long, ce film. Hein. C'est 2h20. Et en fait, je pense que il y a un manque d'épique déjà du personnage principal qui est, à mon sens, très mal traité par le scénario, qui a une profondeur qui se résume en 3 lignes. Et je trouve ça dommage parce qu'encore une fois, un humain, c'est plus que ce que c'est montré, que ce qui est montré dans ce film. Je pense qu'en fait, il y a une envie de dessiner une fable un peu sociale, mais du coup, c'est raté. À mon sens, c'est raté parce que du coup, il y a trop de choses. On se perd et c'est mal dirigé, mal mené d'un point de vue scénaristique et mécanique. Bon, Mathias fait la grimace. Donc je suis pas du tout d'accord. En fait, quand je dis virtuose, c'est pour ça que je dis virtuose, c'est que là tu dis que c'est mal géré, mal amené, toutes ces choses. Pour moi, c'est géré de manière virtuose, vraiment. Tout est parfait pour moi. C'est-à-dire que tout s'emboîte parfaitement pour faire un objet qui est magnifique. Et juste pour revenir sur 2 choses, là tu as dit le personnage. Moi je trouve ce personnage en décalage, il fonctionne bien. Il est donc pas épique, t'as dit. Pour moi, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'au lieu d'en faire un personnage épique et d'en faire quelque chose d'assez américain, en fait, quelque chose de le personnage qui se bat contre sa condition de chômeur, qui trouve pas de travail, qui finalement devient fou, là, c'est un personnage en décalage, qui comprend pas ce qui se passe, qui est un peu naïf, qui en même temps devient fou, mais reste sympathique, reste proche de sa famille, et en même temps a des écarts, et fait tout à la fois. Moi, c'est ça que je trouve horrible. En fait, c'est que là, ça prend sens uniquement parce que c'est une comédie. Si ça avait pas été une comédie, si c'était pas imposé ce truc de la comédie, c'est une comédie noire. Mais s'il y avait pas tout ce côté comique là, toute cette dérision comique, on aurait pu faire un personnage pas qui se bat, parce que c'est pas le propos, mais un personnage qui subit. Et on l'a pas. Là, c'est un personnage qui est perdu, qui comprend pas ce qui lui arrive, qui essaie de s'en sortir quoi qu'il arrive. Mais en fait, je trouve que c'est pas humain de la manière dont c'est représenté. Parce qu'en réalité, c'est une situation où il est confronté à un système qui le dépasse entièrement. Il y a une subversion du personnage qui n'est pas du tout montrée de manière... c'est pas du tout de manière traditionnelle, donc peut-être que vous aimez. Mais je trouve juste qu'en fait, on a peu de films comme ça, et que là, du coup, c'est une occasion manquée. Et ça, je lui en veux. Parce que pour moi, du coup, c'est un film qui va pas du tout me rester en tête. Pourquoi ? Parce qu'il réussit pas ce qu'il nous promet de réussir dans les 10 premières minutes. Les 10 premières minutes sont extrêmement sérieuses. Et bah après, plus du tout. Donc déjà, il y a le pacte, là, le fameux pacte du spectateur, comme disait Bazin. Ça, c'est pas du tout respecté. Je suis pas d'accord du tout. Et du coup, ensuite, ça fait que j'oublie, en fait. Ça fait que c'est un film que là, on est 2 semaines après que je l'ai vu, et je l'ai déjà oublié quasiment. Enfin voilà, j'ai pris des notes pour le podcast, mais c'est tout, en fait. Donc je sais que dans un mois, j'y penserai plus. Et pourtant, c'est un sujet où, en fait, il faudrait y penser quasiment tous les jours. Et je trouve ça dommage.
Dernier point, moi c'est sur l'image, où t'as dit qu'elle était vraiment abominable. Ouais. Alors, C'est mes goûts et mes couleurs. Bien sûr, bien sûr. Chacun aimera. Voilà, on a discuté avec des amis, il y en a qui aimaient, il y en a qui aimaient pas. oui, donc, ça encore une dépend de chacun. Ouais. Voilà, allez le voir, faites-vous votre propre avis parce que c'est pas un mauvais film. Mais sur l'image, pour la défendre, avant juste qu'on s'arrête sur aucun autre choix, pour l'image, moi je trouve qu'il y a un travail qui est incroyable, parce qu'on commence le film avec une image pub de la famille parfaite, parce que le film commence là-dessus, c'est la famille parfaite, la famille coréenne parfaite, là, donc père de famille, mère de famille, tout le monde est heureux, ils mangent un repas ensemble, tout le monde est heureux, donc vraiment on a l'impression de voir une pub, très lisse. Et plus le film avance, plus ça va dans la dégueulasserie, plus ça va dans la crasserie, et bah l'image change totalement et l'image devient ultra texturée. J'ai en souvenir par exemple un très gros plan sur quelqu'un qui mange du poulet Oui. de très près, et là c'est vraiment dégoûtant C'est sur affreux. vraiment la condition du chômeur, et on a du coup deux types d'images qui se confrontent et qui sont pour moi très réussies. Ce qu'on va faire, c'est que Samy va vous dire un point positif et moi je vais dire un point négatif, comme ça on... Allez, je suis partant pour ce petit jeu. C'est parti, Samy, point positif. La musique est extrêmement bien et en fait ça apporte énormément de rythme. En réalité c'est long, on le sent passer, mais en vrai de vrai, je trouve que avec du recul c'est bien rythmé. Ouais. Franchement c'est bien rythmé. Le montage est super Le et la montage musique est beau, super. Vas-y. Et la musique, ouais, magnifique. Moi, en point négatif, alors si je vais donner 2 points négatifs. La longueur. Je trouve que le film est un tout petit peu long. Moi, il m'emporte tout le temps par son montage, comme a dit Samy. Mais il y a une petite phase où j'ai compris qu'on pouvait trouver ça long, et je suis d'accord, ça attire un tout petit peu. Et dernier point négatif pour finir, le personnage du fils, je trouve, est un peu sous-traité. Genre, tous les personnages de la famille sont super intéressants, la mère incroyable, le père incroyable, évidemment. Mais le fils est un peu en deçà, on comprend pas trop ses enjeux, et je trouve ça manque un tout petit peu. Donc pour la deuxième partie de l'émission, on a choisi un film qui adapte le même roman qu'aucun autre choix. Et ce film, il s'appelle Le Couperet, donc comme le roman. Sorti en 2005. Voilà, film de Costa Gavras. Ok. Alors Costa Gavras c'est un monsieur, c'est un sacré monsieur quand même. Oui. C'est la Légion d'honneur. Et c'est le César d'honneur en 2025. Donc c'est vrai qu'il était revenu sur le devant de la scène, puisqu'il a sorti un livre aussi la même année. Bon, et donc c'est une personnalité politique, qui est assez aussi controversée, il est vrai, dans la mesure où il tient des propos en fait, il donne son avis. Et il a une grande gueule, pourtant il est assez vieux, donc je crois qu'il a 95 ans. Oui. Et il est très actif. Donc voilà, il a soutenu Polanski, on va pas y revenir, et il est très critique en fait. Ouais. Il est vraiment très. Ce qui est étonnant, c'est qu'il a un cinéma quand même engagé à gauche. Et pourtant, il a un cinéma extrêmement à gauche. Alors, c'est une gauche qui se veut quand même démocrate. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours dans la lutte de la dictature en fait. Oui. C'est quelqu'un, c'est un peu le Che du cinéma. Et il a fait donc des films comme The, qui est donc sur les révoltes grecques. Et c'est un cinéma qui est toujours centré sur la critique du pouvoir. Et donc c'est vrai que c'est intéressant avec Le Couperet, qui est donc un roman qu'il a vraiment aimé et qu'il a voulu mener à l'adaptation. C'est un habitué du roman puisque tous ses films sont quasiment tous ses films sont des adaptations. Donc il sait faire. Et c'est vrai qu'il arrive donc avec Le Couperet, qui est à peu près la même histoire qu'aucun autre choix. C'est des adaptations fidèles. Ouais, elles sont assez fidèles. Vraiment, on peut suivre vraiment la même trame narrative dans les deux. Avec une approche qui est quand même plus intimiste, beaucoup plus sérieuse, qui se veut un peu plus rigoureuse, même si elle ne l'est pas forcément, mais on va le revoir. Ouais. Le récit, il est transposé, c'est un récit américain, qui est transposé en France par Costa, et qui ensuite est transposé en Corée par Park Chan-wook. Donc là, quel lien. Plein de sociétés différentes. En France, on a quand même un rapport au chômage qui est assez particulier. Beaucoup d'injonctions au travail, évidemment. On vit dans une société capitaliste, on le sait. Donc beaucoup d'injonctions au travail, les droits des chômeurs sont constamment remis en cause. Donc le film de Costa Gavras, que moi j'aime moins quand même, mais le film de Costa Gavras a un fort lien avec donc la société du travail. Comment la société du travail nous aliène. Et contrairement non, mais en Corée, c'est plus un lien avec le rapport familial, je trouve. On a vraiment un film, donc aucun autre choix, qui traite du rôle du père qui doit gérer sa famille, même si la mère a un rôle très important dans ce film. C'est le père qui ramène les revenus au début du film. Et en fait, le fait qu'il perde sa situation, ça va beaucoup jouer là-dessus, sur sa situation familiale, et il y a un stress immense
perdre sa situation de père exemplaire. Et on voit ça dans des conférences, à un moment, au début du film, quand il arrive au chômage, il va à des conférences pour les chômeurs, où on essaye de les motiver, une sorte de conférence de coaching. Et c'est vraiment terrifiant. Genre, ils se tapotent tous sur le visage comme ça, Exactement. en disant je suis un père de famille, je suis Ouais. un père de famille. Et on Ouais. voit l'aliénation du travail encore plus. Carrément. Ça, c'est vrai que l'aliénation, c'est vraiment un propos de l'œuvre, peu importe le média, que ce soit dans le livre, dans les films, c'est vraiment important. Et puis là, donc, tu parlais bien sûr du film de Park Chan-wook. Oui. Et pour revenir et justement légitimer ce que tu disais, il est vrai que en Corée, c'est surtout l'idéal de la famille parfaite, du père Voilà. parfait aussi. Et le père parfait, c'est un père qui travaille. Ouais. Donc, C'est un peu ça aussi donc, dans le Costa Gavras, mais ça traite plus de la dimension du travail et c'est un tout petit peu moins fin, moi je trouve. parce que c'est vrai qu'il y a aussi cette mécanique du tueur en série dans le film de Costa Bien sûr, Gavras. évidemment. Et on la retrouve un petit peu moins, je trouve, dans le film de Oui. Park Chan-wook, dans la mesure où c'est quelqu'un qui se retrouve, on dirait, un peu empêtré dans ses mœurs. C'est ça. C'est très différent comme c'est traité. En fait, les deux personnages sont très différents. Le personnage donc du film de Costa Gavras qui est joué par José Garcia, bien sûr. José Garcia, donc dans un rôle sérieux, ce qui est assez rare déjà, ça on va peut-être en reparler très rapidement. Mais donc ce personnage-là, il est dans un thriller psychologique, donc c'est un personnage très sérieux et qui devient un serial killer. Et dans l'intro du film, on le voit en flashback, enfin pas en flashback, mais on le voit en train de regretter ses crimes et de les exposer dans un micro pour les enregistrer, donc faire une sorte de confession. Et ça rentre dans un film très psychologique qui tourne autour de la folie d'un personnage, donc un film très sérieux, alors que c'est vrai que le personnage du film de Park Chan-wook, il s'empêtre dans ses meurtres, il est assez naïf, donc on s'y attache beaucoup plus en fait. Oui. On a une relation très différente au personnage. C'est vrai. Mais du coup, c'est vrai que quand on cherche un propos un peu sérieux, Oui. un peu posé, un peu plus froid peut-être, mais du coup... Ouais, mais il en fait des caisses. Il en fait des caisses. En fait, le Costa Gavras, il en fait des caisses. C'est que c'est vraiment des fois trop sérieux. Il y a de la dimension comique très légèrement aussi parce que la situation est absurde, Ouais. mais le personnage est si sérieux et si plombant, contrairement au personnage un peu plus foufou, si je puis dire, Si tu puis te permettre. un peu plus foufou du film de Park Chan-wook, parce que en fait, comme je dis, ça se joue sur l'attachement. Je trouve que rendre un personnage aussi fou et aussi tordu par la société attachant, c'est une prouesse, alors que dans le Costa Gavras, pour moi, il n'est pas du tout attachant, il devient terrifiant et dégoûtant juste. Oui, après, c'est vrai que du coup, c'est un propos politique qui peut être similaire, Oui, mais l'approche est totalement radicalement l'approche est différente. radicalement Donc différente. peut-être que ceux qui n'ont pas aimé Aucun autre choix, ils trouveront leur compte dans le couperet. C'est fort possible, c'est plus traditionnel. Le film joue entre le personnage est attachant, le personnage est horrible, mais on sait pas trop, il est ridicule, mais en même temps il est comique, on l'aime bien, on l'aime moins, on l'aime bien, on l'aime moins. Donc Ouais. c'est vraiment ça. Alors que dans le film donc, de Costa Gavras, moi le personnage tout le long, mais c'est peut-être personnel, me dégoûte. Il est tellement sérieux, il devient tellement triste que j'ai un attachement, mais qui est un attachement pas du tout émotionnel au personnage. J'ai un attachement un peu... il a une famille, je me dis c'est horrible aussi sa situation. Mais honnêtement, à la fin, le personnage est toujours horrible. Alors qu'à la fin du film de Park Chan-wook, le personnage est toujours nuancé. Et donc je trouve ça plus réussi dans ce propos-là. Alors pour la minute anecdote, il est vrai que Park Chan-wook, quand il a repris le projet, le livre s'appelle en anglais The Axe, et il avait extrêmement peur, en fait il était terrifié que les gens pensent que ça c'était The Axe, donc la hache, et il s'est dit oh là là c'est trop vulgaire, c'est trop gore, les gens vont s'attendre à un film d'horreur. Alors que vu ce qui nous a servi, je pense que quand même que c'est un peu l'ironie du sort, parce que finalement c'est tout aussi gore que ça s'appelle la hache ou non. Mais voilà, donc oui c'est vrai que Park Chan-wook, c'était peut-être un challenge aussi d'adapter un script qui était quand même utilisé en France et assez connu dans le cinéma de Costa Gavras, c'est pas un petit, le couperet, et en plus c'est un livre qui est extrêmement connu aux États-Unis. Donc du coup c'était un petit challenge pour lui, et en soi c'est réussi. C'est quand même un challenge réussi, c'est quand même un bon film. Donc voilà, donc Aucun autre choix, c'est en ce moment au cinéma, et le couperet, vous pouvez le retrouver en DVD dans les bibliothèques, je pense. Il me semble pas que ce soit disponible sur une plateforme ni rien, mais Non, ça je se crois trouve pas. facilement comme film. Mhm. On vous les recommande, c'est deux approches très différentes comme on l'a dit. Ouais. Merci à tous pour l'écoute, merci à toi Mathias. Et, Merci beaucoup. On se retrouve bientôt pour la prochaine. C'était Mad Max. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.